Pointe-Mire sur René Lévesque. Une série de Jacques Bouchard. Narration Céline Marie Bouchard. Huitième épisode. Moi, je me suis toujours fait une seule règle. Non pas qu'on dise tout, on ne peut jamais tout dire ce qu'on pense. C'est pas possible, parce qu'on s'entretuerait, mais au moins de jamais dire le contraire de ce que je pense. C'est pendant la soirée et la nuit du 19 au 20 décembre 1979 que le libellé de la question référendaire a été arrêté. D'abord, il y a eu une réunion spéciale du Conseil des ministres pour approuver la question telle qu'elle sera déposée à l'Assemblée nationale le lendemain. Que s'est-il passé après cette réunion? Jacques Parizeau prétend que le libellé a été changé pendant la nuit. A-t-il raison? Voici comment les événements se sont sans doute déroulés cette nuit-là. Lise Payette, Daniel Latouche, Claude Morin, Claude Charron, Jacques Parizeau et Jean-Roch Boivin nous ont raconté leurs souvenirs. Nos instructions à nous, plusieurs mois auparavant, c'était surtout de ne pas tenter d'écrire une question et de ne même pas en discuter entre nous, de peur qu'il sorte un jour une question sur un brouillon que n'importe quel ministre aurait pu faire et qu'on se dise dans le public ou dans l'opposition, voilà la question référendaire. C'est bien que je pense que la plupart d'entre nous, on est extrêmement respectueux de ça. On n'en a jamais parlé. Moi, je n'ai jamais écrit un mot là-dessus. J'ai jamais pensé la question pourrait être telle chose. J'ai attendu. Et l'idée du mandat de négocier, elle est arrivée au comité de deux sources différentes, à la fois de la part de Louise Baudouin et de Marc-André Bédard, et à la fois de ma part, parce qu'elle venait d'une personne bien particulière, qui est Gérard Bergeron. Et Gérard Bergeron, c'est un pilier de la société de la Ville de Québec, donc de tout ce groupe-là que je viens de vous mentionner. Et c'était aussi un politologue, c'est toujours un politologue majeur au Québec, qui était une sorte de héros de mon enfance. Donc moi, je l'avais pris comme politologue, Isocrate, et eux l'avaient pris comme ce qui circulait à Québec. Et donc, ça nous est apparu assez génial comme idée, et ça correspondait très bien, l'idée de mandat de négocier, à toute la mouvance un peu de l'époque ou des votes de grève. Dans notre petit comité, Louise Baudouin, Louis Bernard, Daniel Latouche et moi, on s'était aperçu que, de toute façon, mettons qu'on fait un référendum, la réponse est oui, on va négocier. Il est impensable qu'on négocie puis que ça règle le problème. Il faut revenir devant la population et dire, écoutez, voilà ce que ça a donné, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on est obligé en pratique de faire un autre référendum. Et ça, c'est vrai. Il y a même des lois actuellement dans les autres provinces qui prévoient que c'est un accord constitutionnel, donc une négociation. La ratification doit être faite par la population. Donc l'idée n'était pas folle. On est en 79 quand on pense à ça. Et là, on vérifie qu'est-ce que le monde penserait d'un deuxième référendum. C'était, comme ils disent en bon français, overwhelmingly d'accord. Les gens étaient d'accord à être consultés au début et à la fin du processus. Et j'en parle à M. Lévesque. Lévesque est ravi. Il dit, c'est excellent comme idée. Il dit, oui, on fera deux référendums. Oui, ça, le droit à l'autodétermination, ils l'ont au début, puis les Québécois, puis ils l'ont ensuite. Ils ne le perdent pas parce qu'ils ont dit oui une fois. Et là, je savais que dans le Conseil des ministres, il y a des gens qui s'opposeraient à ça. Et je voulais tester des amis dans le Conseil des ministres, Claude Charron et Bernard Landry. Puis je me dis, j'en parlerai à Marc-André Bédard. Claude Morin m'avait montré le premier projet de question un matin, je dirais, de début décembre, au Café du Parlement, où il avait souhaité qu'on déjeune ensemble. Et ma réaction, évidemment, avec la mention du deuxième référendum, était qu'on s'embarquait dans une grosse affaire, que ça n'allait pas passer comme ça, mais que, somme toute, moi, j'étais d'accord pour aller là-dedans. Je me suis fait engueuler comme rarement dans ma vie. Il dit, c'est épouvantable, vous êtes allé c'est une idée excellente, vous avez été en parler à d'autres. J'ai dit, ils ne le répéteront pas. Il dit, non, eux ne le répéteront pas, mais ils vont le dire à quelqu'un d'autre. Il était furieux. Alors, je n'ai pas parlé à Marc-André. J'ai dit, là, j'avais eu ma leçon. Et il tenait à ce deuxième référendum-là. Il trouvait que c'était normal et il n'en a jamais parlé. Et je me rends au Conseil des ministres à 7 heures, tel que je dois le faire. Et on nous dépose devant chacun de nous une feuille comme ça, où il y a une question longue, qui est celle qu'on connaît, celle qu'on a eue comme question référendaire. Je la lis et j'entends M. Lévesque dire que ce n'est qu'un brouillon et que nous allons, à 26 ou 27, la retravailler.
Et là, ils entreprennent d'écrire à 25 la question référendaire que nous, on avait tout écrit. Je ne sais pas comment l'évêque a eu la patience de faire ça. Ils étaient tous là avec leurs feuilles de papier, puis de temps en temps, il y en avait un qui disait « Ah, je pense que je l'ai ». Et si on disait ça, que là, l'évêque griffonnait. Moi, j'avais tout gardé les petits papiers de l'évêque. Moi, j'ai un certain sens du ridicule. Je m'excuse, là, mais je suis pas capable de prendre ça au sérieux. Je ne peux pas penser qu'à 26 ou 27 ministres autour d'une table à 7 heures le soir et jusqu'à n'importe quelle heure, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de limite de temps. Et M. Parizeau, en particulier, insiste beaucoup pour un changement qui, lui tient beaucoup à cœur et la discussion s'engage là-dessus. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Et dans ma tête, à moi, il y a quelque chose qui me dit la question qui est devant nous est la question référendaire. C'est pas vrai que des gens intelligents vont soumettre à 26 ou 27 personnes la possibilité de changer ça, alors qu'elle doit être déposée demain matin en chambre. Et à 9h30, je suis fatiguée, je suis épuisée et je suis écœurée des discussions qui se font pour rien. J'ai l'impression d'être manipulée par des gens qui n'ont pas le courage de nous dire c'est ça la question, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimez pas, c'est celle-là qu'il va y avoir demain matin. Et je m'en vais. Et je m'en vais me coucher, tranquille. Pour un certain nombre de gens, comme moi, de ministres qui sont autour de la table, ça va pas. Certains ministres se retirent, l'un après l'autre, après 3 heures de discussion, vous comprenez, il y en a qui partent. On reste quand même assez nombreux. C'est assez pour faire un quorum du Conseil des ministres, on se comprend. Là. On n'est pas là comme conseiller le soir-là, on est là comme ministre. Et ça va durer jusqu'à vers 2 heures du matin. Et là, enfin, on arrive à une question, on est d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Là, on part, puis on s'en va se coucher. On pense que ça y est, quoi, on s'est entendu. Les gens partent, et là, Denis Vaugeois, qui dit « Oui, mais est-ce que c'est une question ?» Ça, au sens de la loi. Je ne sais pas s'il y avait réfléchi ou y avait pensé. Et donc, le premier ministre regarde le ministre de la Justice, Marc-André Bédard, qui fait je ne sais pas trop. Et l'évêque regarde son jeune adjoint, Daniel Latouche. Moi, personnellement, je tombe dans mon, comme disait Abbé Hoffman, mon 15 minutes of glory. Donc là, c'est énervant. Le lendemain matin, il faut donner ça au premier ministre. Et là, on fait venir par la police un certain nombre de personnes, tous des avocats. Et là, c'est le clivage entre le politologue que je suis et les avocats. Je leur demande, c'est quoi une question selon le terme de la loi? Ils ne savaient pas plus. Ils avaient été cherchés en plein milieu de la nuit. On était dans le roman policier d'espionnage profond. On a résolu à notre façon ce qui était la question fondamentale qui était posée. Est-ce qu'une question, c'est une phrase? Ça s'est focusé là-dessus. On était dans la linguistique sémantique avancée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un point-virgule. Le lendemain matin, à 9 h, je vais passer le texte qu'on connaît à M. l'évêque. Puis je pense que j'avais arrangé quasiment un dernier mot, moi tout seul le matin. Alors ça, j'ai encore mal au dos là, de cette tension nerveuse que j'ai subie à ce moment-là. On voyait l'évêque écrivant sur le coin de son bureau, faisant des petites ratures, des changements. Et c'est là que les quelques changements, mais d'un cosmétisme pur, sont intervenus. Moi, je le sais, j'avais les drafts de René Lévesque. Je vais arriver en chambre pour le début de la séance à 10 heures. Je m'assois. Ici Michel Deshôtels en compagnie de Jacques Larchevêque. Nous vous parlons de Québec. Aujourd'hui, nous franchissons une étape de plus vers le référendum avec l'annonce cet après-midi par le premier ministre du Québec du libellé du texte, si vous voulez, de la question. Monsieur l'évêque se lève puis lit le texte de la question. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté. Et en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. J'en reviens pas. Et là, je vois mon collègue Parizeau se lever et sortir de la chambre. À 2 heures du matin, on avait un texte. Alors là, j'ai été au renseignement
Et puis, on m'a expliqué que toute la nuit, il y avait des gens qui avaient tripoté dans la question. Mais écoutez, un conseil des ministres, c'est un conseil des ministres. S'ils décident que c'est la question, on ne va pas commencer pendant 3 heures à tripoter. Je sais que M. Parizeau était très mécontent, en particulier du 3e paragraphe, qui dit « Aucun changement de statut politique résultant des négociations ne sera réalisé sans l'accord de la population lors d'un autre référendum. » D'abord, il y avait l'idée d'un 2e référendum que lui aimait pas beaucoup. J'ai même de la correspondance avec lui à ce sujet-là. Il prétendait que changement de statut politique, ça ne voulait pas dire nécessairement l'indépendance. Il dit ça pourrait inclure une espèce de fédéralisme renouvelé. Il voyait la possibilité qu'il y ait un référendum sur autre chose que l'indépendance. Moi, j'ai essayé de le convaincre avec des avis juridiques que statut politique, là, ça référait à un changement de régime. J'avoue que ce texte-là, précis, là, ces mots précis-là, à ma connaissance, n'était pas rédigé de cette façon-là lors de la discussion du Conseil des ministres. Elle était devenue beaucoup plus dure, si vous me passez la question, à 10 heures le matin. Toutes les nuances qu'on avait cherchées à y mettre, là, tout ça était disparu. C'était ça ou rien. Ah ben là, encore une fois, j'en ai pas fait un drame. La preuve, c'est que j'ai continué à être ministre, j'ai travaillé avec ces gens-là pendant toutes les années jusqu'en 84. Mais j'aime pas beaucoup qu'on vienne me dire que quand un Conseil des ministres a pris une décision, il y a un certain nombre de gens, dans le courant de la nuit qui suit, qui sont capables de défaire ça. C'est bien possible qu'après que le Conseil des ministres a pris une décision, des conseillers du premier ministre disent non, vous êtes trompés, là. Il faudrait reprendre ça. Puis ils cherchent à le reprendre, puis écrivent un autre texte. Auquel cas, qu'est-ce qu'on fait? On reconvoque le Conseil des ministres, parce que c'est le Conseil des ministres qui décide. Comme m'a dit l'évêque après, « j'ai oublié de vous appeler ce matin. » Ben oui, je comprends, mais... Je passe plus tard dans la journée dans le bureau de l'évêque, je dis « Coudon, là, il n'y a personne qui a appelé Parizeau pour lui dire, parce que vous savez, comme il est chatouillé dessus. » L'évêque dit « Je pensais que vous alliez l'appeler ce matin pour vous dire. » Je ne vais pas l'appeler, je ne savais pas que ça y serait. « Ah oui, on en a parlé hier soir. » Et là, j'ai vu l'évêque là, qui il savait très bien que je n'appellerais pas Parizeau pour lui dire. Il savait que c'est lui qui devait l'appeler. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il savait qu'il se ferait engueuler par Parizeau. Puis il a très bien agi comme leader. Il a décidé de prendre ses responsabilités, puis tant pis. Pierre Elliott Trudeau raconte, dans ses mémoires télévisées en 1994, ce qui l'a convaincu d'intervenir personnellement dans la campagne dès le débat sur la question référendaire. C'était donc aujourd'hui la 3e et dernière journée de cette première séance de débat à l'Assemblée nationale sur la question référendaire. Je me souviens particulièrement du débat qu'il y avait eu à l'Assemblée nationale, qui avait eu lieu, le débat du référendum même. Je me souviens que les rapports qu'on en faisait étaient dévastateurs, que le PQ avait gagné cette bataille-là haut la main. D'autres souvenirs des tout débuts de la campagne. Ceux de Claude Charron, Gilles Lesage, Michel Lemieux et Gracia O'Leary. C'est peut-être le moment où on est venu plus près de penser que c'était possible qu'on gagne. À l'issue de l'adoption de la question à l'Assemblée nationale, ça avait été tellement bien. Et on les avait tellement mangés. Moi, j'étais particulièrement fier parce que c'était mon dossier, puis l'évêque était fier de moi. Le débat lui-même avait été réglé comme un petit papier à musique, sous la direction de Claude Charron, qui était un petit génie de tactique, si on peut dire. Le Parti québécois, en 3 semaines, avait réussi à gagner le débat référendaire à l'Assemblée, mais aussitôt que ça a sorti de l'incubateur de l'Assemblée, ça s'est dissous dans la nature sur le terrain. Monsieur le Président, la campagne référendaire commence, elle a commencé depuis longtemps, mais commence officiellement, selon la loi, aujourd'hui, avec l'émission des brefs qui a été effectuée à la fin de la matinée. Et cette campagne durera 35 jours, conformément à la loi sur la consultation populaire. C'est donc mardi, le 20 mai prochain. C'est parti pour le oui. Il est temps de s'unir pour se faire un pays. Oui, c'est parti pour le oui.
n'attend plus que ton oui. Nous, dans la mesure où on avait essayé de prévoir comment allait se dérouler la campagne du oui, on avait prévu comme un spectacle où des gens partout dans le Québec, des gens de différents milieux, de différentes régions, se ralliaient au oui pour essayer de créer une espèce d'effet crescendo. Une journée, c'était les débardeurs du port de Montréal pour le oui. Le lendemain, c'était les enseignants de l'Estrie pour le oui, etc. J'avais l'impression qu'on montait un spectacle télévisé quotidien à destination des médias. Puis d'ailleurs, les journalistes se comportaient comme tels. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient eu, en quelques minutes, ils ramassaient leur ration d'images. Quand on arrivait puis qu'il y avait 200-300 personnes qui vous attendaient avec des pancartes, il y avait un enthousiasme bon enfant. Ça s'est gâté le jour des Yvettes. Cette affaire des Yvettes a été le point tournant de la campagne du non. Qu'est-ce qui a donné l'idée à Louise Robic, la présidente du Parti libéral du Québec, d'organiser un rassemblement monstre des femmes pour le non au Forum de Montréal? Selon Claude Ryan, ce sont les pressions des militants. Ce ralliement a lieu le lundi de Pâques, le 7 avril. Mais revenons un mois en arrière, à l'origine de l'affaire des Yvettes à l'Assemblée nationale, avec Lise Payette. Ça s'est passé le 8 mars en Chambre. C'était la Journée internationale des femmes. Et j'avais un membre de mon cabinet, une jeune femme, qui avait trouvé dans les livres qui servaient dans les écoles cet exemple de Yvette et Guy. J'ai en main un livre de lecture de 2e année dans lequel on peut lire « Guy pratique les sports, la natation, la gymnastique, le tennis, la boxe, le plongeon. Son ambition est de devenir champion et de remporter beaucoup de trophées. Yvette, sa petite sœur, est joyeuse et gentille. Je vous prierai d'écouter, ça va vous faire du bien. Elle trouve toujours le moyen de faire plaisir à ses parents. Hier, à l'heure du repas, elle a tranché le pain, versé l'eau chaude sur le thé dans la théière. Elle a apporté le sucrier, le beurrier, le pot de lait. Elle a aussi aidé à servir le poulet rôti. Après le déjeuner, c'est avec plaisir qu'elle a essuyé la vaisselle et balayé le tapis. Yvette est une petite fille bien obligeante. Et puis, le dimanche suivant, je suis invitée dans une réunion partisane au Plateau à Montréal. Et j'arrive au Plateau et il y a une ligne de piquetage des femmes qui réclament des garderies. La question se pose, est-ce que je rentre faire ce discours ou est-ce que je m'en vais chez moi? Et je finis par rentrer, donc par passer ma première ligne de piquetage de ma vie, ce qui me crève le cœur. Alors, j'essaie d'inventer un début de discours. Je dis, bon, le 8 mars, je parle de cette histoire d'Yvette. Et pour enchaîner, puisque c'est une réunion partisane et que dans une réunion partisane, on doit soulever les troupes, il faut que je m'attaque à mes adversaires. Et je raconte que moi, ça m'inquiète de penser que M. Ryan pourrait un jour diriger ce pays-là parce que c'est un homme qui n'est pas favorable à l'évolution des femmes. Je dis, lui, il est marié avec une Yvette. Pourquoi il voudrait que ça change? Il y a dans la salle une journaliste. Le lendemain, c'est dans Le Devoir. Et j'ai droit à un éditorial de Lise Bissonnette qui est vraiment un massacre total de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Alors, l'évêque vient me trouver en chambre et il me dit « Vous n'y échapperez pas, ça va prendre des excuses. » Que j'ai fait. Si j'ai pu blesser par cette remarque qui que ce soit, y compris l'épouse du chef de l'opposition, je m'en excuse publiquement. Parce que telle n'était pas mon intention. Mon intention était de continuer ce que je fais depuis 20 ans, Monsieur le Président, et d'aider les femmes du Québec à sortir de ces stéréotypes dont nous sommes affublés. Dans toute autre circonstance, des excuses faites en chambre, l'incident est terminé. S'il n'y avait pas eu des femmes qui ont décidé d'en profiter, ce qui m'a toujours fait le plus mal, c'est que c'est venu des femmes, pas des hommes, c'est venu des femmes. Je crois que le premier appel est venu de Québec. Ils ont dit, on aimerait ça avoir des gens, là. On va faire une réunion pour protester contre l'affaire de Mme Payette. Après ça, il y arrive un appel d'un autre endroit, puis d'un autre endroit. Puis là, Mme Robic a eu l'idée d'organiser un gigantesque ralliement à Montréal. Là, ils m'ont dit, on voudrait faire un gros ralliement au Forum. C'était pas des farces, ils m'ont parlé de ça, là, je pense que c'était au début de la Semaine Sainte. Ils faisaient ça le lundi de Pâques, tout de suite le lendemain de Pâques. Je trouvais que c'était bien risqué. Eh bien, le mouvement des Yvettes a fait boule de neige. C'est finalement près de 14 000 Yvettes qui sont réunies au Forum de Montréal ce soir pour entendre une vingtaine d'orateurs défendre la cause du non au référendum. Ce qui est en train de se passer ici ce soir, c'est le rêve de tout stratège politique. Les organisatrices du café dessert des Yvettes avaient réservé 4000 places dans un hôtel de Montréal. La demande fut tellement forte
qu'on a dû utiliser le forum et ce soir, les gradins sont remplis d'Yvette. Même si on est des femmes à notre foyer qui éduquent nos enfants, on n'est pas des innocentes. René Lévesque m'a téléphoné chez moi et il m'a dit « il faut continuer ». Et j'ai fait la campagne référendaire sans jamais pouvoir oublier ça parce qu'elles me suivaient partout. Alors, ou bien elles me précédaient, elles étaient là la journée avant moi, ou elles étaient là la journée après. Et quand je dis elles, c'est des femmes que j'aimais beaucoup, qui étaient des collègues, Michel Tisser, Solange Chapurolan. Des marchands d'illusions qui voudraient nous précipiter dans une aventure pouvant être un désastre. L'indépendance. Notre nom est celui de beaucoup de mères qui se lèvent pour pouvoir répondre par un nom aussi. Lorsque leurs enfants et petits-enfants demanderont peut-être « Mais où donc étiez-vous le jour où le Canada s'est déchiré ?» On pense à notre bien-être, plus on y pense avec notre tête. On ne joue plus à oui ou non, plus on y pense. Et plus c'est non. 8 jours avant le référendum, à Beauport, près de Québec. Il y a beaucoup de possibilités d'aller chercher ceux qui sont encore indécis. Beaucoup aussi de ceux qui sont des noms parlables, si vous voulez. Allez leur dire qu'ils doivent eux aussi faire leur part pour qu'on ne manque pas cette chance de se sentir, et eux aussi, avec la majorité québécoise, de se sentir en quelque sorte grandis le 20 mai. Et tous ensemble, bien dans notre peau, comme ça nous est jamais arrivé dans aucun printemps de l'histoire du Québec. Alors lâchez pas, puis bonne fin de campagne. Le 14 mai, au centre Paul Sauvé, dans l'est de Montréal, Pierre-Éliott Trudeau fait sa dernière intervention de la campagne, la plus remarquée aussi. Et si je m'adresse solennellement à tous les Canadiens des autres provinces, nous mettons notre tête en jeu, nous, députés québécois, parce que nous le disons aux Québécois de voter non. Et nous vous disons, à vous des autres provinces, que nous n'accepterons pas ensuite que ce non soit interprété par vous comme une indication que tout va bien puis que tout peut rester comme c'était par avant. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. Claude Ryan et Jean-Claude Rivet. Il y en a qui disent qu'on n'a rien fait là-dedans, que ça a été la victoire de Trudeau et tout. D'un point de vue symbolique, j'accepte ça, moi, sans difficulté, mais le travail a été fait par nous autres, il a été fait sur le terrain. Je sais que les sondages auxquels moi je n'accordais pas une importance extraordinaire, j'en ai jamais commandé un, moi, dans toute ma carrière, et nous accordaient la victoire là, dans la proportion qui a été celle du résultat, avant que le fameux discours de Trudeau. Vous avez amené la campagne, la stratégie, le contenu, le document, l'organisation de A à Z. Le personnage de Trudeau était quand même dominant, là. Je ne vais pas non plus diminuer. Alors, il était très important, mais le contenu, la démarche, tout le concept a été décidé par le Parti libéral du Québec sous la direction de M. Ryan. Sur les derniers milles de la campagne, René Lévesque ne se fait plus d'illusions sur l'issue du scrutin. Mais il continue de fouetter ses troupes. Les témoignages de Jean Garon et Martine Tremblay. J'ai assez confiance dans cette confiance en nous que j'ai sentie depuis le début de la campagne, que je commence à avoir confiance aussi qu'on va gagner le 20 mai. Alors lâchez pas. Moi, j'ai fait la campagne à fond de train en 80. Je sentais que le monde n'était pas prêt. Je suis certain que Lévesque sentait que le monde n'était pas prêt. Je faisais des journées, pas dans la même journée, là, dans le Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la région de Québec, tout ça. J'en arrivais à des places, normalement, là, les salles étaient pleines, puis il y avait 50 personnes dans la salle. Oh, les gens sont pas prêts. Ça, je le sentais, mais on ne l'a pas dit dans la campagne. Et je sentais que Lévesque sentait la même chose. Dès le moment où René Lévesque a senti que la victoire allait probablement lui échapper, il s'est mis à vouloir absolument avoir une majorité de votes francophones, donc dépasser le seuil là, des 40 %. Peut-être que sa vraie déception le soir du 20 mai, c'était de ne pas avoir atteint cet objectif-là. 7h55. La tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes par Radio-Canada laisse voir que l'option du non l'emportera. Je répète, la tendance des résultats recueillis depuis quelques minutes... 1 350 385 votes.
Non, 1 956 734 votes. Le pourcentage du oui est 40,8 et du non 59,2. Chers amis, si j'ai bien... Mes chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Atmosphère survoltée au centre Paul Sauvé, malgré la défaite. À l'Aréna de Verdun, une foule peu nombreuse fête la victoire, presque en silence. Mais dans les coulisses, l'atmosphère est moins calme. C'est là que se joue la dernière manche de la bataille de la visibilité entre les alliés du non. Cette manche avait commencé ce matin-là à la résidence de Claude Ryan. Moi, j'étais convenu avec M. Trudeau. Il était venu voir le matin du référendum, avant d'aller voter ou après d'aller voter. Il était venu à ma maison, juste en face. Lui, il était bien inquiet du résultat. J'avais dit, Pierre, ça va finir 60-40. Puis il dit, c'est pas les indications que j'ai. Ben, il dit, en tout cas, nous autres, c'est les nôtres. Puis on était convenus que si ça devait être le résultat, que moi, je parlerais le premier, comme chef de la campagne. Que lui parlerait dans la soirée. Après ça, il était à Ottawa au Parlement, il parlerait dans la soirée. Très bien. Alors, imaginez, je descendais au centre Paul, à l'Aréna de Verdun, j'ouvre l'appareil de radio dans la voiture, j'entends que c'était M. Trudeau qui parlait. À tous ces tenants du oui qui se sont battus avec tant de conviction et qui doivent ce soir remballer leurs rêves et se plier au verdict de la majorité. Et cela m'enlève le goût de fêter bruyamment la victoire. À mes compatriotes du Québec blessés par la défaite, je veux simplement dire que nous sortons tous un peu perdants de ce référendum. Coudonc, là, lui, là, c'est pas ça qu'il était entendu avec nous autres ce matin. Là, il envoyait ses fleurs à gauche et à droite, y compris des compliments à moi, puis tout. Là, j'étais pas content. J'arrive à l'Aréna de Verdun, M. Bibeau, qui était notre organisateur, bon, ben, il dit, M. Ryan, voici l'ordre dans lequel les orateurs vont parler ce soir. Il dit, il va y avoir M. Chrétien, il va y avoir vous, je ne sais pas s'il y en avait un autre. Il dit, M. Chrétien, il ne parlera pas. Il dit, comment ça? Mais j'ai dit, Trudeau vient de parler. Puis j'ai dit, c'est un. Pas pour arriver deux du fédéral, puis un seulement de nous autres. C'est nous autres qui dirigeons cette campagne-là. Puis il dit, là, il faut qu'il sache à quoi s'en tenir. Puis là, ben, il a fallu que je parle avec M. Chrétien. Puis j'ai dit, moi, j'ai rien contre toi, Jean. J'ai rien contre toi. Puis il a dit, là, ton boss m'avait donné une parole ce matin, puis c'est pas ça qui est arrivé. Puis il a dit, tu parleras pas. Il dit, je vais parler. Puis il dit, tu parleras pas. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Tu sais, j'avais cette colère intérieure, là, à la suite de ce qui venait de se passer. Oubliez pas ça, je prends la parole à ce moment-là. Il a, du même coup, dit non au mandat de négociation. Il a dit non à la souveraineté association. Il a aussi dit non. Il a aussi dit non à la méthode qu'on avait employée pour lui extorquer un consentement qu'il ne voulait pas donner. Moi, je porte la responsabilité de mes actes à ce moment-là, mais j'en suis pas particulièrement gêné, pour être franc. C'était que, politiquement parlant, c'était mal avisé. Le député de Jean Talon en 1980, Jean-Claude Rivet. Je me rappelle au centre des congrès, du camp du non, là, au centre municipal des congrès de Québec, dans la salle, les gens, c'était quand même des gens du non qui étaient là. Il n'y avait pas beaucoup de monde, même si la victoire était de ce côté-là. Il y a un malaise, référendaire. C'est pour ça que les gens ne veulent pas, même ceux qui gagnent ou ceux qui perdent. Et le discours qui avait été le plus remarqué, c'était le discours de René Lévesque. Et les gens dans la salle grinchaient au discours de M. Ryan, qui était leur chef.
On voit le discours de Trudeau, le discours de René Lévesque. C'était les vrais discours qu'il fallait faire, qui donnent la dimension des deux personnages. Mais j'ai confiance qu'un jour, il y a un rendez-vous normal avec l'histoire que le Québec tiendra. Et j'ai confiance qu'on sera là, ensemble, pour y assister. Mais j'avoue que ce soir, je serais bien mal pris pour vous dire exactement quand ou comment. Martine Tremblay était dans les coulisses du Centre Paul Sauvé. Il avait ce don de sentir une foule, là. Il savait qu'une phrase de sa part pouvait déclencher n'importe quoi. Il l'avait confié d'ailleurs plusieurs années plus tard, et il a dit très clairement qu'il avait senti ce soir-là qu'il aurait levé le petit doigt, puis une partie de Montréal qui s'enflammait. Là. Il savait très bien le pouvoir qu'il avait. Il sentait le poids de la responsabilité qu'il avait apportée. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est ceci. Avec la même fondamentale confiance en nous, et tenant compte du fait que demain, il faut continuer à vivre ensemble, et qu'il y a très évidemment de grosses divisions entre nous. Ce qu'il a fait le soir du référendum, ça nous a tous beaucoup étonnés, je dirais, de le voir se mettre à chanter. D'abord, ça nous a émus incroyablement. On ne voyait jamais l'évêque chanter. On ne le voyait jamais avoir ce type de réaction-là. Est-ce qu'on pourrait terminer un peu cette soirée en chantant pour tout le monde ce qui reste la plus belle chanson québécoise à tous, sans exception, à tous les gens de chez nous? Si quelqu'un voulait l'entonner, moi, les gens du pays, moi, je ne suis pas tout à fait en voix, là. Gens du pays... Allez! C'est votre tour. C'est votre tour. Ne vous laissez aller d'amour. À la prochaine! Au printemps 87, René Lévesque accorde une entrevue à des étudiants de l'Université d'Ottawa. Mais moi, ce qui m'a brisé le cœur à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas eu clairement la majorité du Québec français. Mais quand tu y repenses, ce qui manquait, on s'en venait. C'était à peu près à moitié. On ne saura jamais si c'était 49 ou 51 %, parce qu'on compte tout le monde ensemble. Mais ce qui manquait, c'était la confiance en soi. Ce qui était particulièrement frappant chez les personnes âgées, mais qui était vrai aussi pour beaucoup de gens qui sont dans la vie, qui travaillent, qui gagnent leur vie, mais qui n'avaient pas assez confiance, qui ne pensaient pas qu'on était assez bon pour prendre une décision comme ça, qui était pourtant rien qu'une décision de négociation, mais quand même, on avait peur. Ben, je pense qu'à mesure qu'on devient plus sûr de nous-mêmes, il y a une éventuelle date à laquelle ça va arriver. Claude Morin et Jacques Parizeau. Je pense qu'on n'aurait jamais dû faire le référendum en 80, pour une raison tellement simple. Les sondages internes du PQ montraient, sauf occasionnellement, je dirais accidentellement, qu'on n'aurait pas la majorité avec le type de questions vers lesquelles on se dirigeait. Bon. Mais il fallait le faire parce que dans le PQ, on avait dit qu'il y aurait un référendum dans son programme pendant le premier mandat. En somme, on voulait se créer une obligation de résultat pour se créer une obligation de calendrier. Et moi, je me souviens, à la fin, on a eu une raison de ne pas faire le référendum à la fin. M. Lévesque avait dit il n'y aura pas de référendum à proximité d'élections fédérales. Alors, il y a eu des élections fédérales par cause du renversement de Clark. Et moi, j'étais en Afrique quand c'est arrivé. Je suis revenu ici tout enthousiasmé en disant on a une raison pour ne pas le faire. Mais avant même que j'ai le temps d'en parler, j'ai appelé un ou deux de mes collègues, d'abord, qui m'ont dit tu connais le gouvernement, tu connais le PQ, ça ne sert à rien, il est trop tard. Le trait d'union entre association et souveraineté. On l'a tellement bien vendu que dans l'esprit des gens, s'il n'y avait pas d'association, il n'y aurait pas de souveraineté. C'est jamais ça qu'on voulait, mais c'est comme ça que ça s'est produit. Et moi, je ne blâme pas ceux qui ont orienté le discours de cette façon-là. J'en étais. Je suis solidaire de ce qu'ils ont décidé. J'ai fait ça moi-même. Mais à un moment donné, il faut être capable de se dire on a fait une sacrée erreur. Puis ça a pris du temps pour comprendre à quel point c'était une erreur de mettre dans l'esprit des gens. Parce qu'il a fallu simplement que quelques premiers ministres de province viennent s'installer à Montréal pendant la campagne référendaire en disant « Association, no way ».
Comment ont évolué les relations entre René Lévesque et Jacques Parizeau depuis l'arrivée de l'économiste au PQ en 1969 jusqu'à sa démission du gouvernement Lévesque en 1984? Louis Bernard, Pierre Godin et Jacques Parizeau. C'est des relations d'hommes de grande envergure qui sont capables de comprendre le point de vue de l'autre. Ils ne partagent pas nécessairement. Ils savent qu'ils sont très différents l'un de l'autre, mais qu'ils savent que chacun apporte une contribution imminente. C'était pas des copains. Il n'y avait pas une personnalité pour être à l'aise, prendre leurs vacances ensemble, ce genre de choses-là. Mais c'était des relations comme on peut trouver dans l'entreprise privée entre une équipe de dirigeants. C'était assez rare qu'il y avait des tensions personnelles entre les deux. M. Parizeau est un homme d'une politesse exquise, une grande civilité. Ça facilite les relations. La première brisure, si vous voulez, entre les deux, ça survient en 1973-74, après l'entrée de Claude Morin, sur la question du référendum. Parce qu'au point de départ, il n'était pas question de référendum quand le PQ a été formé. Il prenait le pouvoir et l'indépendance suivait. Et là, quand Claude Morin entre, son influence sur René Lévesque, ça va être ça, c'est de l'amener à accepter l'idée d'un référendum, parce que sans ça, la communauté internationale ne reconnaîtra jamais le Québec. Mais Parizeau, lui, son raisonnement, c'était de dire, écoutez, on est dans le système parlementaire britannique. Et en vertu de la logique de ce système-là, le gouvernement qui est élu peut tout faire. Le référendum, peut-être, si nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. Et là, en 1974, ça devient obligatoire. Et Parizeau, à ce moment-là, se range, même s'il a perdu. Et c'est là qu'il va commencer à dire, d'ailleurs, qu'il est un bon soldat, qu'à un certain moment donné, il se range, par loyauté, etc. Mais comme me disait quelqu'un, à chaque fois que Jacques Parizeau dit « je suis un bon soldat », c'est sa manière à lui de dire qu'il est en désaccord avec son chef. Lévesque donne à Claude Morin la tâche d'élaborer des stratégies à cet égard. Bon. Moi, il me donne la tâche de gérer les finances. Lui établit une stratégie, Morin, basée sur l'étapisme. Moi, j'établis une stratégie financière pour le gouvernement. Ça n'empêche pas, quand je vois Morin amener ses stratégies, puis en discuter au Conseil des ministres, quand je ne suis pas d'accord avec lui, de dire que je ne suis pas d'accord avec lui. Quand je suis en conversation avec Lévesque, certainement, je dis à M. Lévesque, vous savez, là-dessus, là, ce que Claude Morin sort, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai eu l'occasion d'avoir des discussions avec Morin là-dessus, spécifiquement. Mais, encore une fois, on m'a demandé une tâche, on en a donné d'autres à Morin. Lui, c'est clair, infléchit les positions du gouvernement. Et moi, je cherche à éviter certains infléchissements. Des fois, je gagne, hein? Donc, des fois, je perds. La plupart du temps, je perds. Mais attends, Claude Morin, j'ai travaillé avec lui ici pendant des années et des années. Hein. Dans le cabinet Le Sage, on avait nos bureaux là en face de l'autre. Ma secrétaire était la sœur de Claude Morin, puis elle m'a quitté pour épouser Félix Leclerc. C'était le numéro 2, Jacques Parizeau, à l'époque. Il ne faut pas oublier. Hein. C'est son lieutenant, son fidèle soldat. Mais en même temps, il avait des ambitions politiques. Surtout à partir de 1974, quand il s'arrange contre lui, Claude Morin, puis il commence à courtiser les purs et durs, Bourgault, etc. Il y a des gens qui disent qu'il met déjà ses cartes en place pour succéder à René Lévesque. Et René Lévesque a commencé, là, disons, à être un peu plus critique vis-à-vis du personnage. Ça ne lui enlève rien. Il le laisse ministre des Finances. Il va lui retirer quand même le ministère du Revenu. Ça va faire un drame, la première fois. Et une autre fois, il va lui retirer le Conseil du Trésor. Donc, il lui enlève ce qu'on appelait à ce moment-là les 3 couronnes. On disait toujours que Jacques Parizeau était triplement couronné. Le Revenu, les Finances, le Conseil du Trésor. Il contrôlait la caisse de l'État. Ah, ça pourrait être furieux. J'étais furieux. Hein? Et puis, j'ai utilisé l'expression là, des 2 lames du ciseau. Hein? Pour le contrôle budgétaire, il faut à la fois contrôler les revenus et les dépenses, que ce sont les 2 lames du ciseau. L'expression a fait son chemin. Mais c'est tout. Je veux dire, écoutez, tout le monde a le droit d'avoir un mouvement d'humeur. Et là, j'étais furieux. Ça, c'est... Ben oui, c'est ça qu'il avait décidé. Le soir du 13 avril 1981, le PQ est reporté au pouvoir avec une majorité accrue, 49 % du vote populaire et 80 sièges à l'Assemblée nationale. Maintenant, en tout cas, contrairement à ce que certains avaient pu penser en 1976, nous ne sommes plus un accident de parcours. Le chef libéral, Claude Ryan. Je me souviens que le lendemain de l'élection, j'étais au bureau à 9 h le lendemain matin. Je suis comme un boxeur irlandais, moi. Là, tu reçois un coup une journée, tu peux perdre par knockout. Mais le lendemain, tu es sur pied, puis tu recommences à t'entraîner pour la prochaine épreuve. Mais quand je suis arrivé au bureau, j'étais tout seul. Il n'y a pas un mot de ça qui s'est montré de la journée, vous savez. J'essayais de rejoindre le monde par téléphone. J'ai jamais été aussi seul
de ma vie que ce lendemain d'élection. J'ai vécu un véritable supplice pendant 1 an et demi de temps. Un véritable supplice. T'as des gens qui m'ont travaillé dans le dos tout le temps. Des gens très proches de moi, dans la députation, là. Double crossing. Puis il y a beaucoup de gens qui m'encourageaient aussi à rester, tu sais, qui me disaient, il ne faut pas céder, parce que tout ce qu'il y avait de réprimé là, dans les vieilles forces à l'intérieur du parti était à l'œuvre à ce moment-là. Ils se disaient, il faut se débarrasser de ce gars-là. Puis ils voyaient bien qu'avec moi, ceux qui étaient là pour du patronage, il n'y aura pas grand-chose. Donc, puis il y en a qui, sincèrement, devaient se dire, ben Ryan n'est pas l'homme qu'il nous faut actuellement. Puis il avait le droit à leur opinion. Ma famille était française, comme l'immense majorité du peuple québécois. Puis d'un autre côté, j'ai appris l'anglais sans trop m'en rendre compte, puisque aussitôt que je ne pouvais pas sortir de la maison sans être obligé d'immédiatement d'employer l'anglais, ça m'a amené à devenir une sorte de Nord-Américain, si vous voulez, en résumé. Dans ses mémoires, René Lévesque se définit comme un Yankee québécois, tellement il a l'impression de représenter cette symbiose parfaite entre les deux cultures. Mais comment les Américains percevaient-ils René Lévesque? Et quelle était sa vision des États-Unis? René Lévesque, le Yankee québécois, vu par l'auteur et journaliste Jean-François Lisée et le professeur Louis Balthazar. Pour moi, face aux Américains, René Lévesque, c'est un amoureux transi. C'est quelqu'un qui aime les États-Unis, aime la liberté, la démocratie, la presse américaine. Alors, la formation de journaliste de René Lévesque, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour le journalisme américain. Pas seulement parce qu'il était journaliste dans l'armée américaine, mais aussi parce qu'il voyait sur le terrain pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la guerre de Corée le professionnalisme des journalistes américains qui l'entouraient. Et il le dit dans ses mémoires, les 2 fois, au retour de la guerre mondiale et de retour de la guerre de Corée, il s'est posé la question de savoir s'il devait, lui, comme des collègues, on suppose canadiens-anglais, aller aux États-Unis, à Boston ou à Washington ou à New York et faire une carrière dans la presse américaine qui aurait probablement été très bonne. Et donc, cet appel américain, il le sent personnellement, il le sent par sa formation, et aussi, c'est un peu un anglophile au sens général du terme, et la distance qu'il perçoit chez les Canadiens anglais, il ne la perçoit pas chez les Américains. Les Américains, la question du Québec ne les intéresse pas, ils discutent avec eux de toutes sortes de choses, et ils sentent que le courant passe. D'ailleurs, c'est intéressant, à plusieurs reprises, lorsqu'il parle ou il écrit sur les Américains, il considère que ce n'est pas des étrangers. Hein? Il utilise le mot étranger une fois pour parler des Américains. Il met des guillemets dans ses mémoires pour noter que ce n'est pas vraiment des étrangers. En fait, il n'y a pas meilleurs amis des Américains que nous. René Lévesque, c'est l'homme de la simplicité, de l'authenticité des rapports. Et pour lui, les États-Unis, ça a été le pays de l'égalité, de la fraternité, des rapports simples entre les gens. Et ça, ben, il l'a découvert aux États-Unis, beaucoup. Et je pense que ça l'a aidé, ça a façonné sa personnalité. Ça lui a peut-être nui un peu parce qu'il a trop vu les États-Unis comme étant surtout ça. Il percevait mal que les États-Unis avait emprunté aussi une certaine tendance au rapport hiérarchique à l'occasion et que le langage qu'il avait appris dans les forces armées n'était pas celui qui se parlait chez les grands présidents de compagnie ou chez les personnages haut placés dans la politique. Ça lui a nui un petit peu, je pense. Comme il aime les Américains, il tient pour acquis que les Américains aiment le Québec et les Québécois et vont bien accueillir son propre projet souverainiste. Et ça, c'est une illusion qu'il se crée. C'est l'illusion de l'amoureux. La belle va l'aimer. Et c'est pas complètement fou parce qu'il voit bien que les Américains sont associés à un certain nombre de mouvements pour l'autonomie ou la décolonisation. Ils ont joué un rôle quand même positif dans la guerre d'Algérie, qui était un des sujets qu'il avait traité à point de mire. Alors, Franklin Roosevelt, évidemment, pendant la guerre, c'était un président de centre-gauche et lui était de centre-gauche. Alors, il s'identifiait à Franklin Roosevelt en particulier et il écrit, si on peut désigner une personne comme étant un modèle dans une vie, cette personne, pour moi, c'est Franklin Roosevelt. Or, on sait maintenant, à cause des archives, que Franklin Roosevelt, loin d'être sympathique à la cause québécoise ou franco-américaine, au contraire, les franco-américains votaient républicains.
En politicien américain, son côté politicien, il voyait que bon, c'était un problème. Les Franco-Américains dans le Nord-Est ne s'intégraient pas aussi bien que les Irlandais, les Italiens ou les autres. Et en pleine guerre, je veux dire, il n'y a pas juste ça à faire, mais en pleine guerre, dans sa correspondance avec le premier ministre canadien Mackenzie King, il lui écrit une lettre après l'affaire de la conscription pour lui dire, savez-vous, ce qu'on devrait faire, c'est les aider à s'assimiler en faisant en sorte que les Franco-Canadiens et les Franco-Américains, on les dissémine sur tout le territoire pour les aider à s'assimiler. Alors, il n'existe pas de réponse de Mackenzie King à cette lettre. On peut penser que Mackenzie King, déjà, il en avait eu assez de difficultés avec la crise de la conscription qu'il ne voulait pas en rajouter, mais on voit bien comment René Lévesque ne pouvait pas imaginer que Franklin Roosevelt, son idole, puisse vouloir la disparition du peuple québécois. René Lévesque avait bien connu les États-Unis, mais les États-Unis avaient peu connu René Lévesque. Et donc, quand les Américains perçoivent ce personnage, ils le perçoivent d'abord dans la structure canadienne qu'ils aiment bien, à l'intérieur d'une province francophone à laquelle ils s'intéressent parce qu'elle manifeste des tendances centrifuges, un certain nationalisme qu'ils comprennent mal. Et là, un des agents de ce nationalisme, il s'appelle René Lévesque. C'est un personnage qui se veut amical, simple, etc., Ils l'accueillent volontiers, ils reconnaissent ses qualités, mais ces qualités, pour eux, sont occultées par un nationalisme qu'ils voient comme quelque chose d'essentiellement négatif et, à leurs yeux, de traditionnaliste, de dépassé. Moi, j'ai rencontré un analyste qui a été au département d'État, qui a été à la CIA, qui est un homme extrêmement intelligent, et qui m'a dit, écoutez, je n'ai jamais rencontré un Québécois intelligent qui croit vraiment à l'indépendance. C'est parce que le blocage psychologique chez les Américains à l'idée de sécession est tellement ancré, surtout dans cette génération-là, que plus vous allez avoir de crédit à leurs yeux, moins ils vont croire que vous êtes sérieux si vous parlez de sécession. Alors, il y a un blocage, là. Donc ça joue. Il y a eu de fortes pressions, autant d'Américains amis du Canada que de Canadiens installés aux États-Unis ou ayant des amis aux États-Unis, de journalistes, etc., pour que les États-Unis interviennent au référendum de 80 de façon beaucoup plus négative, menaçant le Québec de toutes sortes de choses si nous devions voter oui à la souveraineté association. Et là, les responsables américains ont fait preuve de retenue. Ils ont dit que ce serait counterproductive, ce serait pas bien de faire ça. Mais je sais de sources sûres qu'il y a eu de très fortes pressions qui ont été exercées. Et René Lévesque était un petit peu maladroit en parlant de cinquième colonne de façon publique parce que c'est très difficile pour un Québécois d'opposer les Américains aux Canadiens de langue anglaise. Il y a trop d'amitié, il y a trop de réseaux, de complicité pour ne pas choquer et les uns et les autres quand on emploie des expressions sans doute un peu excessives comme celle-là. À partir de 80, surtout lorsque Pierre Trudeau a une politique assez agressive face aux États-Unis, ben là, la droite américaine va trouver que, franchement, les indépendantistes québécois sont des gens bien sympathiques et il y a un genre de flirt sans conséquence, un genre de flirt qui dure quelques années après le référendum de 80 entre la droite américaine et le Parti québécois pour essentiellement enquiquiner Trudeau. Mais lorsque Brian Mulroney prend le pouvoir au Canada en 84, ben ça, c'est terminé puisque c'est la bonne entente entre Mulroney et Reagan. Et ça, René Lévesque est très mal à l'aise dans ce flirt avec la droite parce qu'il n'est pas d'accord avec ces idées-là. Un personnage comme Jesse Helms qui vante les mérites de Pinochet, par exemple. C'est assez paradoxal parce que, d'une part, grâce à ce flirt, il fait la meilleure visite à Washington que jamais un premier ministre québécois, souverainiste ou fédéraliste, n'a fait. Parce qu'il réussit, à cause de l'appui de gens de droite, de Jesse Helms, de Peter Brimlow, qui est un journaliste canadien-anglais qui est très favorable à l'indépendance du Québec pour ses propres raisons idéologiques et qui a ses entrées dans des quotidiens de droite, etc., et réussit à être introduit, même à l'insu de l'ambassade canadienne, à la réunion des sénateurs républicain qui ont le plus de pouvoir. Et il voit le président de la Chambre des représentants, lui c'est un démocrate, Tip O'Neill, il voit Ted Kennedy, il voit tous les gros joueurs au Congrès. Et ça, vraiment, jamais ça n'a été reproduit depuis, jamais ça n'avait eu lieu avant. Et il y a un moment où même Jesse Helms arrive en retard à la rencontre qu'ils avaient ensemble et lui dit, bon, ben écoutez, si vous voulez, je peux
vous introduire au Sénat, vous présenter au Sénat. Et c'est moi qui vais vous présenter. Et là, c'est vraiment extraordinaire parce que pour René Lévesque, le Sénat américain, c'est un des temples de la démocratie et certainement qu'il aimerait être présenté au Sénat, mais pas par Jesse Helms. Il hésite quelques minutes et il refuse. Il refuse cet honneur parce qu'il veut bien aller dans cette église de la démocratie, mais pas au bras. Concept, texte et entrevue, Jacques Bouchard. Recherchiste et adjointe à la réalisation, Micheline Richard. Narratrice, Céline Marie Bouchard. Technicien principal au montage et au mixage numérique, Sylvain Brunet. Montage numérique supplémentaire, Jean-Philippe Bolduc. Musique originale, Pierre Benoît. Recherche d'archives, Suzanne Gagnon. Archives, Radio-Canada, Archives nationales du Canada, Archives nationales du Québec, Office national du film, Télé-Québec et Denis Leblanc de l'Expo Musée de la radiodiffusion pour les archives de CKAC, CJMS et CKVL. Recherche musicale, Julie Morissette et Micheline Richard. Point de mire sur René Lévesque est une réalisation de Jacques Bouchard, une production de la première chaîne de Radio-Canada à Montréal. Point de mire sur René Lévesque, hors série. Lise Payette quitte la vie politique en avril 81. Elle nous raconte quelques-uns de ses souvenirs. Un jour, j'ai osé l'inviter chez moi pour dîner. Alors, il est venu avec Corinne, mon mari était là. Et on s'est fait un excellent petit dîner à 4 avec des bons vins et tout ça. Et on a parlé de la situation partout dans le monde, excepté au Québec. Je lui ai raconté mon séjour à Paris, les gens que j'avais connus là-bas, les entrevues que j'avais pu faire. Et ça, c'était revenir à son métier, ça le fascinait. Alors, on a plus échangé ce soir-là dans des domaines autres que ceux qui nous rapprochaient. Et c'était mon meilleur moment avec lui. Il a dit à un moment donné, j'avais un tableau sur le mur, il m'a dit il aimait ce tableau ici. Ça l'avait frappé en rentrant. Je lui ai donné quand il est parti. Alors, je lui ai dit, apportez-le. Et il est parti avec. Mais ça s'est jamais reproduit. C'est un moment, et c'est un moment précieux pour moi, mais je sais qu'il n'a eu lieu que parce que nous étions ailleurs, qu'il y avait d'autres personnes et que nous n'avons pas du tout parlé de politique. À l'automne 78, René Lévesque impose le trait d'union entre souveraineté et association. Ma position, moi, c'est d'être clair. Ce qu'on veut, c'est la souveraineté du Québec avec une association, si elle est possible. Je suis convaincu qu'on va se la faire refuser de toute façon. Donc, le trait d'union, moi, j'y tiens pas. Et je me souviens dans cette discussion-là, qui a duré des heures sur un trait d'union, d'avoir dit à un moment donné, écoutez, faisons souveraineté association, point d'exclamation. Pourquoi pas? Si on en est à un détail près, là, point d'exclamation, 3 points de suspension. Là, moi, je trouvais qu'on sombrait dans le ridicule. Je sais que sur le plan de la stratégie, c'était peut-être important d'avoir un trait d'union pour montrer qu'on y tenait vraiment et qu'on l'offrait vraiment. L'évêque était l'image même de ce que nous sommes. Hésitant, pas assez sûr de nous, convaincu qu'on a besoin des autres. Il portait en lui tous nos problèmes d'identité. Il est né francophone dans un monde anglophone. Il a servi dans l'armée américaine. C'est vous dire, il est conscient en plus, et ça, je pense que sur le plan politique, il était très informé. Il est conscient qu'il faut avoir une identité, mais qu'il faut être capable de vivre avec tout ce qui nous entoure. Moi, j'attribue à ça beaucoup son besoin d'un trait d'union. C'était pas quelqu'un à casser des liens, à rompre facilement. D'ailleurs, sa vie privée est pleine de ça. Donc, la rupture pour lui, c'est exclu. Les choses vont se détériorer bien avant qu'il ait rompu. Et je crois qu'il y avait tout ça en lui et que c'est ce qui a fait de ce parti ce qu'il est, à son image. Un parti qui tergiverse, qui s'accommode, qui se tord jusqu'à ne plus pouvoir respirer pour accommoder tout le monde, plutôt que d'arriver à une rupture propre et à une décision claire.
Elle se souvient de la réunion du Conseil des ministres qui a suivi l'échec référendaire de mai 80. Cette réunion-là, elle s'est faite presque dans les larmes. Des ministres réclamant la présence du Père et disant « Pourquoi vous m'aimez pour moi, puis vous aimez un tel? Et pourquoi vous ne donnez pas de temps à moi, même si je travaille fort et tout ça? » Ça prenait cette allure-là. C'était un moment de psychanalyse incroyable. Elle dit pourquoi elle a quitté la vie politique en avril 81. Suite à l'affaire des Yvettes, une fois revenue au Conseil des ministres, j'avais tenté de présenter 2 ou 3 dossiers concernant des affaires de femmes et je me suis fait répondre par mes collègues que non, ils n'allaient pas accepter ça et que de toute façon, je ne représentais pas les femmes et qu'elles venaient de me le faire savoir. Donc, c'était facile à comprendre que ça allait devenir de plus en plus difficile pour moi. Et c'est comme ça, le Conseil des ministres. Ce qu'on négocie, c'est sa crédibilité. Si on est appuyé à l'extérieur et qu'à l'intérieur, ils le savent, vous pouvez faire passer à peu près ce que vous voulez. Si vous n'avez pas des appuis à l'extérieur, vous êtes vite contesté à l'intérieur. Donc, j'ai senti que je ne pourrais plus être longtemps utile dans mes dossiers. Moi, j'étais entrée en politique pour 2 choses. Pour faire la souveraineté, pour aider à faire la souveraineté. La faire, c'est une grande prétention, mais pour aider à la faire et pour aider les femmes à avancer dans la société. La souveraineté, ça venait d'être réglé. Et là, je me rendais compte que dans les dossiers de femmes, je venais d'être renvoyée à mes devoirs, me faisant dire que non, je ne représentais plus les femmes du Québec. Au cours de cette fin de semaine, je savais que Guy Joron s'apprêtait à démissionner et tout ça. Je suis allée voir l'évêque en disant « J'ai 2 problèmes, c'est ce que je viens de vous dire très exactement. » Et j'ai dit « Ce sont les 2 raisons pour lesquelles je suis entrée en politique. Tout ce que je ferais au-delà de ça, si je ne peux pas faire ces 2 choses-là, pour moi, c'est un non-sens. Je ne veux pas d'une carrière politique. Je ne suis pas venue ici pour me trouver une pension dans tant d'années. Je voulais juste faire ces 2 choses-là. Et je ne pourrais plus les faire. Donc, je lui ai dit, je pense que je préfère m'en aller. » Et plus tard, quelques semaines après, bon, il m'a demandé de le dépanner, là, de remplacer quelqu'un jusqu'à la fin. Tout ça, je l'ai fait. Et vers la fin, avant qu'il parte en campagne électorale, ce que moi, je n'allais pas faire, mais j'étais toujours présente pendant cette période-là, il m'a fait venir dans son petit bureau, là, près de l'Assemblée nationale. Là, on a eu une conversation intéressante aussi. Il m'a dit, j'ai beaucoup pensé à ça, pourquoi partez-vous maintenant? Et vous savez, il y a beaucoup d'espoir pour vous, je ne serai pas là éternellement, je vous vois très bien comme chef de ce parti. Et je lui ai dit, non, monsieur l'évêque, vous n'avez rien compris. Je n'ai pas d'ambition politique, ça ne m'intéresse absolument pas. Il y a des choses que j'aime plus que ça dans la vie, que je veux retourner faire. Et quand cette conversation-là était finie, il m'a dit, je vous envie de penser retourner faire. Ministre de l'Agriculture dans le premier cabinet Lévesque, Jean Garon nous raconte quelques souvenirs, dont sa première conversation avec René Lévesque, peu après la défaite du gouvernement Lesage en juin 1966. Première fois que j'ai rencontré René Lévesque, on a parlé longuement de ces questions-là, chez la Suisse, après la défaite des libéraux en 1966, on s'est engueulé un peu là-dessus. Lévesque voyait la crainte de déchirement dans la société, les anglophones, les francophones, puis tout ça. Moi, j'avais dit, oui, mais écoutez, M. Lévesque, supposons que demain matin, on a un souverain. Il va avoir le cheminement va s'être fait. Là, il s'était choqué. Il dit, il n'y a pas de question de demain matin. Non, mais quand je dis, ben là, écoutez, là, quand je parle de demain matin, c'est pas dans 24 heures, c'est peut-être dans 25 ans ou dans 20 ans. Mais je dis, quand les gens vont être prêts à voter oui, et à mon avis, le cheminement va avoir été fait. Les francophones ne penseront plus pareil, les anglophones ne penseront plus pareil, les allophones ne penseront plus pareil. Parce que le cheminement va avoir été fait. Mais lui, ce qu'il craignait, c'est des déchirements. Je disais, moi, je ne vois pas ça comme ça. C'est là-dessus, là. Je me rappelle cette discussion-là, moi, je pense encore toujours la même chose. Quand les gens vont être prêts, j'ai jamais pensé, moi, c'est pour ça que dans les partis, j'ai jamais participé à ces débats-là, quand on disait 50.1 ou 50.2. Je dis, quand les gens vont être prêts, ça va être 70 %, ça va être un balayage, les gens vont être prêts, ils vont dire, on s'en va là. Mais là, je n'ai pas senti que les gens étaient prêts en 80, et je n'ai pas senti qu'ils étaient encore prêts en 95. Peu importe ce que j'aurais aimé qu'ils soient prêts. Mais on a choisi de le faire de façon démocratique. Ça veut dire qu'il faut convaincre les gens. Et ça, je pense que René Lévesque croyait à ça, profondément, qu'il fallait convaincre les gens. Mais en même temps, il y avait assez des intuitions pour savoir,
Même s'il faisait la campagne des 80, moi, je suis convaincu, parce que sa sérénité était trop grande. À un moment donné, on se rencontrait quelques minutes, je le voyais tellement serein. Je dis, il sait qu'on va perdre. Il y a des gens qui ont commencé à travailler contre l'évêque. Moi, je pense dès 82. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont pensé qu'après le référendum de 80, qu'on ne gagnera pas un autre référendum au Québec, en tout cas avant plusieurs années. Je me rappelle que quelqu'un m'avait téléphoné, puis il m'avait dit à un moment donné que quelqu'un qui ne m'appelait jamais. Puis il m'avait dit, l'évêque, ça marche mal. Comment ça marche mal? Ça va pas mal tant que je ne sais pas où ça va mal. Puis il disait, il faudrait changer de chef la prochaine élection. Puis à un moment donné, il m'a suggéré, j'ai dit, d'autant plus, vous avez quelqu'un qui est déjà préparé pour le devenir. J'ai dit, qui ça? Puis là, cette personne-là m'avait dit, c'était Pierre-Marc Johnson. Là, j'avais été surpris. Sur le coup, ça ne m'a pas frappé tant que ça. C'est plus tard que ça m'a frappé. J'ai dit, pourquoi ce gars-là m'a appelé? Dès 82, pour me dire ça. Moi, j'étais considéré comme un fidèle de l'évêque. Alors, ceux qui, en 84, ont démissionné, m'ont invité à leur première réunion, qui a eu lieu sans doute au mois d'août, puis je demandais qu'est-ce qui va arriver avec tout ça. Mais moi, j'ai manqué cette période-là un peu à cause du décès de mes parents. Ma mère est décédée en septembre, mon père en novembre. Mais je sais qu'il y a des gens qui se posaient des questions par rapport à la décision de René Lévesque, mais moi, je me disais, René Lévesque, il n'a pas le choix. On a perdu le référendum, il ne peut pas faire comme si on avait gagné, il n'y a pas le choix. Par ailleurs, il y en a d'autres qui voulaient prendre acte du fait que c'était 40-60, on ne peut pas monter ça, puis qui voulaient faire un changement de tendance. Alors, dans la réalité, ça se manifestait par des gens qui se positionnaient. Il y en a qui étaient neutres encore. Ceux qui étaient vraiment pour l'évêque, là, jusqu'à la fin, moi, que j'ai senti, on était trois. Il y avait Robert Dean, Gérald Godin, puis moi. D'autres, on ne voulait rien savoir, on est loyal à René Lévesque. Maintenant, moi, je ne veux pas porter de jugement sur ceux qui ont fait d'autres choses, mais il y a des gens qui pensaient qu'ils devaient garder la ligne plus dure pour le prochain référendum ou vis-à-vis de la souveraineté, puis d'autres qui disaient, il faut prendre acte qu'on a perdu le référendum. Jean-Guy Moreau commence à faire une imitation de René Lévesque en 70. 7 ans plus tard, il lui consacre un spectacle entier. Mon cher René, c'est à ton tour. Alors, M. Lévesque, je vous présente à l'instant le deuxième invité, Michel Rivard, vous connaissez? L'auteur du FAC de Beau Dommage. C'est correct, Michel? C'est correct. J'ai pas rêvé, je suis avec toi, je suis comme au ciel, grand malin. Le 17 janvier, exactement, je débutais à la Place des Arts avec un tout nouveau spectacle, décor, costume, texte original, d'après une idée de Jacqueline Barrette. Le texte, je l'avais écrit à 80% à peu près. Et c'est elle qui a trouvé cette idée de ce cauchemar nocturne et quotidien qui revient sans cesse l'accabler toutes les nuits. Depuis le 15 novembre, toutes les nuits que le Créateur m'amène, je fais le même maudit rêve fou. Et on est parti avec ça. Finalement, elle m'a laissé avec le texte parce que j'étais un peu trop... j'étais pas assez péquiste. J'ai dit, écoute, ça va retomber, la poussière. Là, tout le monde, tout est beau, mais là, c'est le voyage de noces, mais ça ne dure pas. Et puis Jacqueline, qui est une fervente, militante, trouvait que... Puis je voulais couper des choses. Et Jacqueline n'aime pas qu'on coupe des parties de ses textes. Et puis je respecte ça. Puis elle m'a dit, écoute, prends l'idée, puis débrouille-toi avec. Écoutez, là, je vois personne. Bonsoir, Monsieur Lévesque. Vous savez, le rouge vous va ravir. Comment ça va? Oh, salut, pète. Si je comprends bien le gag, là, c'est toi qui m'as convoqué ici, puis c'est toi qui m'as déguisé de même. Là. Si je peux me permettre, le rouge te va très bien à toi aussi. J'ai profité de ce bonheur passager, il va sans dire, dans la tête des gens. Je veux dire, les gens ne touchaient pas par terre. Il faut se souvenir de ce Noël 76. Les gens disaient, ça y est, c'est une nouvelle ère. On est arrivé, puis il l'a eu enfin, René. Non seulement il a été élu, mais
il est au pouvoir, puis on se réjouissait pour l'homme, beaucoup plus que pour l'option souverainiste. C'était la fête de René. Comment dire, je faisais intervenir dans son rêve, comme si il rêvait chaque nuit, une cinquantaine de personnages, des Américains, des Français, des Québécois, des gens qu'il flottait dans le sens du poil, d'autres à rebrousse-poil, les Indiens, en fait, tout le monde venait lui dire un peu, bon, ben, tu vas régler mon problème. Je, René Lévesque, jure d'être fidèle et porter sincère allégeance à Sa Majesté la Reine du Carnaval de Québec, à son bonhomme carnaval, à ses duchesses, ainsi que le Père Noël me soit en aide. C'est-tu tout, là? C'est tout. C'est à ton tour, René. Vas-y. OK, j'attaque. Ah, faddle-daddle. Quelques mois avant le référendum, la réalité dépasse la fiction. À Toronto, Jean-Guy Moreau devient véritablement René Lévesque. J'ai eu à certains moments l'impression vraiment d'être René Lévesque. Et ça m'est arrivé une fois à Toronto, alors que pour PBS, l'Office national du film, avec le réalisateur Michael Roubeau, on faisait une émission sur la dualité canadienne. Il y avait le référendum qui s'en venait. On était en 79. Et Michael Roubeau, il dit, écoute, on va aller sonder l'opinion des anglophones, autant de Lachine, de Beaconsfield, puis de Baie-d'Urfé, puis à Montréal aussi, parce que tu connais pas cette opinion-là. Moi, je la connais en tant qu'Australien puis anglophone. Toi, tu ne te tiens pas avec des anglophones. Il faudrait que tu connaisses ça. Et on s'y retrouvait à Toronto avec une conférence de presse inventée. Et moi, en René Lévesque, avec maquillage de 3 heures, comme au cinéma, on voit pas. J'étais complètement dégarni avec un faux crâne, les cheveux, tout. On avait même sur scène le podium de la Maison du Québec à Toronto avec le drapeau québécois derrière. Ça faisait vraiment... on avait réussi notre mise en scène, l'éclairage et tout. On avait convié les gens dans les journaux. Dans la publicité, on disait « Come and tell René Lévesque what you feel about Québec ». Jean-Guy Moreau invites you. Mais Jean-Guy Moreau, ça voulait rien dire là-bas, mais la photo, c'était une photo de moi en René Lévesque, et c'était assez ressemblant. En noir et blanc, comme ça, dans le Toronto Star à l'époque. La salle était pleine. Et ça a commencé avec des affrontements que je croyais arrangés parce que je croyais qu'il savait que c'était un imitateur. Mais au bout de 15 minutes, je me suis aperçu qu'il croyait que c'était René Lévesque. Avec la distance là, de 20-25 pieds, du podium un peu plus haut, l'éclairage, les caméras, ça faisait drôlement officiel. Le drapeau québécois, d'ailleurs, la première question de cet anglophone dans la première rangée était « How come there's no Canadian flag up there, Mr. Lévesque? » Puis là, c'était pas des choses que je pensais qu'on allait me poser comme question, et je me suis aperçu que j'avais pas le choix. Je pouvais pas quitter le personnage de René Lévesque. Ça a duré 1 heure comme ça, mais 1 heure d'enfer. Parce que c'est devenu une chicane entre le public et moi. Mais moi, j'avais hâte de sortir du personnage parce que là, il n'y avait plus de gag à un moment donné. Je m'en étais préparé, j'essayais de faire rire les gens, mais je me suis fait prendre par le jeu, mais pour sauver ma peau et celle de Lévesque. Parce que, bon, j'ai dû défendre la cause québécoise à Toronto. Je terminais avec une chanson « Je suis rien qu'un gars bien ordinaire » tirée du spectacle « Mon cher René ». Je crois qu'il y a une grande partie du public qui s'en est rendu compte finalement parce que, bon, il y avait trop de gags pour le vrai René Lévesque. Ça se pouvait pas que je disais des choses aussi énormes que « We are frogs, but we want our own independent pond ». T'sais? Alors, on veut notre petit marécage à nous. On est des frogs, puis on conteste pas ça. Dans les oreilles des anglophones. Bon, ils riaient, tout ça, mais ça aurait pu être de l'humour, comme certains politiciens se permettent d'en faire. Et de plus en plus.